Salut Good, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la française et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Tim. Salut Tim. Salut Lorik, salut les goats. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on va se retrouver pour la preview du Dauphiné qui va commencer ce dimanche. Donc au moment où on tourne, on est le mercredi 4 juin, donc la vidéo sera pas complète, surtout au niveau start list, donc excusez-nous pour ça. Mais voilà, on va quand même directement d'ailleurs commencer avec ces quelques noms qu'on voit déjà qui sont provisoires évidemment, puisqu'aucune start list n'a été confirmée. Mais on peut dire que c'est le retour à la compétition, notamment de Tadej Pogacar, de Vingegaard. Il y a Lenny Martinez également, Carlos Rodriguez pour la Ineos. On va voir, voilà, il y a Mathieu Skelmose pour la Lidl, Jonathan Milan, Enric Mas. Enfin, il y a plein de gros gros noms. Il y a Remco évidemment, hein, comment j'ai pu l'oublier. Enfin bref, en tout cas, c'est quand même une grosse grosse start list, à n'en pas douter. Donc toi, à première vue, Tim, des quelques noms qu'on a de dispo pour le moment, t'en penses quoi toi de cette start list? Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouvais que généralement, les dernières années, il y avait tendance quand même, alors qu'il y a un peu plus de leaders qui vont faire le tour, qui étaient sur le critérium, mais que c'était à peu près mélangé entre critérium et Tour de Suisse. Et là, j'ai quand même vraiment plus l'impression qu'on retrouve tous les principaux leaders sur le critérium. Justement, bah, tu as cité pour les, je pense, les trois plus gros noms, Pogacar, Evenepoel et Vingegaard. Mais je trouve que même dans on retrouve vraiment les mecs très forts. Parce que par exemple, j'ai vu, il y avait aussi il y a Lipovic qui est annoncé pour la Bora. Tu as parlé de Skelmose. Enfin, c'est vraiment que des coureurs comme ça qui sont. Tu as Carlos Rodriguez aussi, je viens de voir pour l'AIF. L'AIF, Ineos Grenadier. Donc, je trouve vraiment que ça a l'air d'être moins bien réparti que les autres années et que tout le monde a essayé de venir sur le critérium de Dauphiné. Ouais, le seul absent entre guillemets, ça va être Primoz Roglic, hein, bon avec son Giro qui a été malheureux. Toi, tu peux en témoigner. Je sais pas s'il sera sur le Dauphiné ou est-ce qu'il fera peut-être plutôt le Tour de Suisse qui est un peu plus tard. Je vais voir, peut-être même qu'il fera aucun des deux, mais bon, il faudra voir, mais en tout cas, c'est clair que il y a quand même une sacrée émulation de leader, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment tous les gros noms, tous les candidats. Du coup, bah, ça porte bien son nom près de dernière répétition avant le Tour le Dauphiné, puisque là, il y a vraiment absolument tous les mecs supposés viser le Tour qui sont là. Donc, on a quand même beaucoup de mecs très intéressants. Euh, Sinon, au niveau voilà, du parcours, si on regarde un peu plus en détail cette année, d'un point de vue global, on n'a quand même pas vraiment d'étape plate, hein. Enfin, je sais pas si tu trouves, si t'as pu voir, mais bah, il y a ouais, Ouais, je suis d'accord. même la seule étape entre guillemets plate qui serait l'étape 5 qui va de Saint-Priest à Mâcon. T'as quand même un enchaînement de quelques petites côtes. T'as trois ou quatre côtes répertoriées qui sont surtout dans la deuxième moitié de l'étape. Donc ça a l'air quand même d'être une belle étape chantier et ça va être le cas sur tout ce Dauphiné. On a un chrono qui a quand même une belle bosse de 2 km à plus de 8,5% de moyenne. On a trois étapes de montagne, dont deux dont les arrivées sont au sommet. Enfin, c'est quand même un Dauphiné très difficile, très vallonné et montagneux. Donc toi, tu penses que ça va se passer comment? Parce que parmi les gros sprinters, il y a juste Jonathan Milan, quoi. Donc est-ce que tu penses que lui va pouvoir aller chercher quand même quelques étapes sur ce critérium? J'avoue que c'est un peu compliqué à dire. Donc comme tu l'as dit, ouais, les étapes, elles sont pas très plates. Moi, je pense que en regardant les profils, la deuxième étape, il y a énormément de côtes répertoriées. Il y a 7 côtes quatrième catégorie. Mais là, je suis en train de regarder justement le profil. C'est quand même des côtes qui sont pas très longues. La plupart font 2 kilomètres ou moins. Elles sont, à part la dernière qui a 8,5%, elles sont la plupart pas si raides que ça. Donc je pense que si on a un Jonathan Milan qui est en forme et qui est bien emmené, il peut viser des victoires sur la première étape et même la deuxième étape qui est un peu dure en début d'étape, mais la fin est plus plate. Je pense que Milan pourrait s'en sortir sur les deux premières étapes. Après, côté leader, je pense que, bon, un peu comme souvent sur le critérium, je pense qu'ils vont essayer de rester placés pendant les premières étapes, faire un bon chrono. Et il y a un peu tout qui va jouer sur le dernier week-end, sachant qu'il y a quand même deux très grosses étapes. Je sais pas si tu es du même avis côté leader. Bah, pour revenir à l'étape 1, moi je t'avoue que je pense que Pogacar, ça va plus être un truc pour puncher. Parce que, comment dire, la dernière côte dont tu as parlé,
qui fait à peine 600 mètres, mais elle a 9% quasiment de moyenne. Le sommet, il est, si je dis pas de bêtises, selon le profil de la flamme rouge, ouais, c'est à 6,5 km, tu vois. Sachant que derrière, ça a l'air d'être quand même un peu plus descendant. Je serais pas étonné de voir des mecs type Pogacar, Remco, Vingegaard tenter un truc, puisque bon, la côte est courte, pardon. Et puis bon, ça peut être une bonne manière de tester, et pourquoi pas de prendre aussi un petit avantage. Je pense aussi peut-être aux leaders qui seraient peut-être pas très à l'aise en chrono. Il y a peut-être moyen de faire un petit truc sur cette étape. Alors, je pense que Milan passera, mais l'intérêt pour la Lidl sur cette étape, ce sera de neutraliser toute tentative d'attaque, à mon sens, pour lui donner un maximum de chance. Mais personnellement, je pressens une attaque de Pogacar, donc bon, je serais étonné qu'il la remporte. Mais concernant l'étape 2 et l'étape 5 notamment, je suis d'accord avec toi. À mon avis, au moins ces deux étapes, elles seront pour lui. Il n'y a pas une grosse concurrence. Bon, en termes de sprinter, ce qu'on avait provisoirement, il y avait du Vernon, Ackermann, si ce n'est aussi Stewart pour la Israël. Il y a Hugo Page pour Intermarché. Enfin, il y a quelques petits noms, mais rien de bien fou. Il y a pas un Philipsen ou quoi que ce soit dans le lot. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, c'est clair que le dernier week-end, comme tu avais dit, sera très très compliqué, notamment l'étape 7 qui va de Grand Algues Blanches à Valmeunier. Bah voilà, trois cols qui sont classés hors catégorie, quoi, à escalader toute la journée. Les trois ouais, le dernier est de 16 km, mais les deux autres sont à plus de 20 km de long. Quasiment, c'est la Madeleine et le creux de la Croix de Fer, donc c'est quasiment 2000 mètres d'altitude si ce n'est plus. Donc ça va être un sacré chantier celle-là. Franchement, j'ai hâte de voir cette étape pour être honnête. Celle-là elle peut faire vraiment très très mal. Et elle peut vraiment donner. En plus, le départ est directement en côte. C'est pas, tu sais, t'as genre 15-20 km de vallée. Tu regardes le profil, c'est. Moi, t'as fait 2 mètres, t'es déjà en train de grimper, tu vois. Genre, ce qui va te chauffer, c'est le départ fictif. Mais j'ai vraiment très très hâte de voir cette étape parce que ça va être vraiment. En plus, vu les noms qui sont alignés, avec un peu de chance, il y aura quand même des sacrés écarts qui vont se faire puisque tout sera resserré. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette étape et de voir ce que ça va donner niveau Ouais. favori. Et Parce que bon, ouais, j'aimerais pas la faire celle-là, hein. franchement, je pense que ça peut être même très différent un peu des derniers critériums. Je trouve qu'en général, même si le critérium, on a toujours un dernier week-end qui est dur, hein, c'était, je dirais, pas rare que ça jouait un peu dans la dernière montée et qu'au Hmm, final, les écarts n'étaient pas si grands que ça, sauf quand on avait un Pogacar en surforme qui explosait tout le monde. Alors que là, ça va presque donner un petit côté étape de haute montagne sur un grand tour. ouais. Et donc, je pense que je dirais que si par exemple, sur les derniers critériums, on aurait vu par exemple, je sais pas, un Vingegaard terminer cinquième à une minute, ça n'aurait pas été très très dérangeant parce qu'on est encore un petit peu quelques semaines avant le tour. Alors que là, j'ai envie de dire, si pour moi, un très gros leader perd 5 minutes sur cette étape, ça peut quand même être un peu plus dérangeant, Hmm, pour la suite de ce Tour de France. Je pense que ce serait une étape qui représentera bien une étape de haute montagne. ouais, clairement. Juste pour te donner un dernier ordre d'idée, l'étape, elle fait que 133 km, hein. C'est quasiment 5000 mètres de dénivelé positif. C'est dire à quel point ça va être une. Ouais. La journée, en plus d'être courte, je crois que ce dénivelé, c'est quasiment plus que l'étape la plus dure du Giro. Sur seulement 130 km, hein. Donc, c'est vraiment une folie furieuse cette étape. Mais ça va être l'occasion pour les leaders, voilà, de se tester. Je pense qu'on peut faire un dernier petit focus quand même sur nos Français. Voilà, enfin, on l'a dit, il y a évidemment Lenny Martinez qui sort d'un très gros Tour de Romandie, qui a fait un Paris-Nice avec une belle victoire. Donc, on voit quand même qu'il y a vraiment une progression assez importante cette année. Évidemment, la der des der pour Romain Bardet avant sa retraite, voilà, qui malheureusement, à cause de la Q36.5, n'a pas pu prendre son étape sur le Giro. Mais bah, il sera présent. On a évidemment la G2R avec Cosnefroy, Paré-Peintre et Paul Texas qui a été rajouté au dernier moment sur la start list. Enfin, dernier moment, on s'entend, mais c'est quelque chose qui date de quoi? Un mois maximum, le changement de programme. Côté Intermarché, voilà, on a le frère Paré-Peintre chez Souda. Chez Intermarché, on a Hugo Page, comme je l'ai dit, on a Louis Barré qui fait quand même un très beau début de saison, qui a été vraiment très bon sur tout ce qui est
Campagne ardennaise également. Alexis Fort-Prost, évidemment, la Total Énergie avec Pierre Latour qui a été très en vue en Mayenne. Groupama entre Guillaume Martin et Clément Brassafonso. Mathis Rondel pour la Tudor aussi, qu'on a déjà interviewé sur la chaîne, qui est là et qui a fait un très gros tour de Romandie également. 9e au classement général final, si je m'abuse. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de belles petites cartes. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Romain Bardet réussit à en chercher une sur ce critérium? Alors, honnêtement, je rêverais qu'il aille gagner une victoire d'étape, mais j'y crois moyen parce que le critérium, c'est qu'une semaine et je dirais qu'il y a quand même, c'est plutôt rare de voir une victoire de l'échappée. Après, je pense peut-être que l'étape qui pourrait le mieux le réussir, c'est la sixième étape. Hmm, Donc, c'est la veille de la très très grosse étape dont on a parlé plus tôt. Donc, je suis pas sûr que les leaders, ils essayent de tout donner pour gagner cette étape parce qu'ils savent que les écarts, ils seront le lendemain. Donc ça peut être une étape qui est plutôt propice à l'échappée, surtout qu'il y a quand même un peu des bosses en début d'étape, donc je pense que ça peut être bien pour former l'échappée. Et ça se termine par une bosse de 2,7 km, non, plus longue, de à peu près un peu de 5 km, à peu près 8-9%. Donc je pense que pour Romain, ça peut être pas mal. ouais. Après, avoir, je pense que ça va pas être la forme de Bardet qui va jouer, mais ça va aussi être les stratégies du peloton. Hmm, Pour moi, si on laisse partir une échappée, Romain peut en claquer une, sinon ça risque d'être clairement. compliqué. Et la question aussi que je vais te poser, je vais revenir encore une fois sur cette première étape où tu as dit donc on pourrait avoir une attaque d'un puncher, hein. Mais en parlant d'autres Français, parce que Bardet, j'imagine mal quand même sur une étape comme ça. Hmm, Elle est sur un petit coup punchy. Mais donc justement, je me posais la question, on a quand même pas mal de Français, et pourquoi pas un Benoît Cosnefroy, qui est gagné il y hmm. a peu de temps, je me rappelle plus sur quelle course, mais qui est revenu et qui a gagné, qui pourrait bien aimer ce final, ou encore un Pierre Latour, qui peut-être le final lui correspond moins, mais qui s'est montré très attaquant sur les boucles de la Mayenne. Alors Pierre Latour, je pense pas. Malheureusement, même si j'aimerais bien qu'il ait claqué une très belle en World Tour, on se rappelle, Total, c'était quoi? C'était il y a 2 ou 3 ans qu'ils avaient fait un Dauphiné de fou avec Villermo et Valentin Ferron qui étaient tous les deux allés chercher. Enfin, Villermo il avait pris le maillot jaune et Ferron avait pris l'étape. Ça avait été un très beau Dauphiné de leur part. Non, Cosnefroy, pourquoi pas? Mais ouais, j'avoue, je pense qu'un Pogacar va tenter un démarrage et à part Lenny Martinez, je vois aucun Français possiblement en mesure de le suivre. Même si c'est un truc super court, hein, mais Ouais. j'ai du mal à ne pas voir Pogacar tenter un truc. Le profil est là, genre, ok, c'est pas un truc à 20% ou je ne sais quoi, mais ça reste quand même sacrément dur. C'est une course aussi un peu qui peut. Et en plus, mentalement et tactiquement, tu peux jouer en beaucoup, c'est-à-dire tu peux déjà mettre du doute dans tes adversaires. T'es là, t'imagines, t'es à la première étape, tu perds 20-30 secondes, t'es en mode punaise, ah, ça va être long cette semaine, tu vois, ou genre si t'as pas des grandes jambes, ça peut être vraiment pas mal à l'approche du tour de voilà d'essayer de voir déjà où sont ses concurrents, mais aussi de pas de les faire douter, hein, tout simplement. Donc moi, ça m'étonnerait qu'un Bah, Français je sais gagne pas sa ce que tu première en étape. penses. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, cette première étape, on pourrait un peu la comparer à la première étape du Giro l'année dernière. Une Mm. étape pas très difficile avec une bonne à la fin. Mais donc bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait avoir le même scénario, attaque de Pogacar qui semble le plus fort, hein, mais qui est suivi par d'autres coureurs et Pogacar qui se ferait battre au sprint, parce que bon, ça pourrait être intéressant. Seule différence, l'année dernière, Narvaez était dans l'équipe Ineos et cette année, Ouais. il est dans l'équipe de Pogacar. Donc, ça peut être compliqué. Mais ce qu'il faut aussi dire, par contre, UAE peut potentiellement avoir plusieurs cartes pour la Ouais. victoire, hein, parce qu'un Jonathan Narvaez, si Pogacar fait un forcing mais qu'il n'arrive pas à sortir seul et qu'il se fait rattraper, si le peloton est un peu étiré, ça peut être une très belle étape, je pense, pour Jonathan Narvaez. Ouais, clairement, ça dépend évidemment de la stratégie. Franchement, ouais, si dans le cas, en fait, le problème aussi, c'est que si Pogacar part pas, en fait, je pense que la Lidl va se mettre en ordre de marche pour Milan, justement. Donc, en fait, dans tous les cas, s'il y a un groupe qui part, mais derrière, pour moi, il y aura la Lidl qui va contrôler pour Milan et que ça parte ou non, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à me dire qu'un Français peut aller la chercher. Alors, évidemment, admettons, il y a un groupe de 5-6 mecs avec, je sais pas, Cosnefroy, Poga, Remco et Martinez qui sortent. Évidemment,
sur un sprint, sait-on jamais, si ça prend 20-25 secondes d'avance, ça peut toujours le faire, vu la distance qui est minime pour revenir. Mais je pense que vraiment, comme le Giro, la Lidl mettra tout en œuvre pour essayer de limiter un peu ce genre d'attaque, pour tout contrôler comme il faut. Donc ça va être... C'est dur à prédire, mais j'avoue que sur celle-là, j'y crois pas trop en nom français. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les tapis, je suis totalement d'accord. Vraiment que cette étape peut faire peur et peut convenir à Romain. Mais justement, pour moi, ça va être l'étape 6 ou l'étape 8, puisque, admettons, l'étape 8, tu as des écarts de fou qui sont, mais entre tous les favoris. C'est-à-dire, t'as plus aucun enjeu. T'as pas un enjeu pour le podium, t'as pas un enjeu pour la deuxième place ou pour même pour la victoire. Je serais pas étonné aussi que cette étape se transforme en étape pour des baroudeurs, dans le sens où bah, si les leaders ont plus rien à jouer, ils vont pas aller contrôler. Alors, peut-être que Pogacar ou Vingegaard ou une grosse écurie ira contrôler pour aller quand même gagner une étape, tu vois, mais l'étape 6 ou étape 8, pour moi, c'est celle-là que Bardet peut viser et gagner. Et j'espère vraiment, j'espère de tout mon cœur qu'ils vont en gagner une parce que ça serait beau quand même. Imagine l'étape 8, dernière étape, dernière course de sa carrière et il part en gagnant. Tu vois, c'est un peu comme le Tour l'an passé. C'est son dernier tour, première étape, il prend le jaune. Tu vois, genre un peu la symbolique. Ça serait magnifique quand même, hein. Donc, ouais, Et ça va puis, être. je pense qu'on Ouais. on peut y croire, hein, parce que, à mon avis, il y a beaucoup de coureurs très forts, hein, mais je trouve que dans la plupart des équipes, les coureurs forts, ils seront un peu obligés d'aider leurs leaders. Mhm. C'est par exemple, OK, on a des Pavel Sivakov, on a des Marc Soler, mais bon, ils seront sûrement équipés de Pogacar sur ce moment-là. Par exemple, on a Oyer Lascano qui devra sûrement être équipier de Lipovic. On a que des coureurs un peu comme ça, je pense, qui seront forcément équipiers. Par exemple, même, je sais pas, j'arrive pas à trouver d'exemple. Là, je regardais même, par exemple, je sais pas, un Valentin Paré-Peintre ou un Maximilian Charman, mais je pense que ce sera que des coureurs qui devront protéger le leader pour cette Mhm. dernière étape. Donc, je suis pas sûr qu'on ait un plateau de baroudeurs forts un peu, très très élevé. Donc, ouais, pour Romain, ça peut être intéressant. Et puis, après, faut voir, hein. On a hâte de voir un peu comment est-ce qu'il va ressortir de ce Ouais, Giro, à quel point évidemment. il sera fatigué. Mais vu son état de forme en 3e semaine, franchement, j'ai pas trop peur. Ouais, bon, on peut se dire aussi qu'il va quand même faire une petite coupure sympa et qu'il aura quand même, si comme on parle de l'étape 6 et l'étape 8, il a quand même 5 étapes avant pour se remettre dedans, pour refaire quelques efforts et retrouver un peu de rythme. Et aussi de conserver de l'énergie là où d'autres la dépenseraient pour X ou Y raison. Donc moi j'y crois. Et je pense que en clin d'œil du destin, ça serait quand même pas trop mal. Il est passé si près à Bormio sur le Giro, j'ai envie de me dire que cette fois ça va payer. Ouais, franchement, on peut y croire, hein. Mais donc ouais, je pense un critérium qui va vraiment être très intéressant au niveau de tout pour les Français. Et je regardais un peu la liste et il y a un coureur, hein, qui pourrait être intéressant pour, la première, la deuxième et la 5e étape, dans le cas où Hmm. ces étapes deviendraient un peu plus compliquées que ce qu'on pourrait imaginer. J'ai pensé surtout à Maxime Van Gils, parce que donc, il s'est montré, vraiment très en forme sur le Tour de Norvège en terminant, Hmm. il me semble 2 fois 2e derrière, Brennan et il remporte l'étape reine. Ouais. Donc, pourquoi pas un Maxime Van Gils qui irait claquer, je pense, une étape? Franchement, ça me paraîtrait, très, très possible. Ouais, c'est tout à fait possible. Ça dépendra en fait s'il y a un gros leader ou non. Alors pour l'instant, il y a Lipovic, mais je pense que avec Lipovic, il aura de la marge de manœuvre. Mais le truc, c'est que s'il y a un Roglic, je pense que ça va être un peu moins facile pour lui d'avoir sa marge de manœuvre. Donc à voir. Sachant que je suis pas non plus, pour être honnête, la Red Bull, comment ils gèrent leur effectif, je suis pas trop fan non plus. Je me pose quelques questions, donc c'est pas toujours l'assurance tout risque. Donc on verra, mais c'est clair que oui, vu les jambes qu'il a montré après son début de saison très compliqué, où il a enchaîné plein de galères, il a pas, malheureusement, il a perdu un proche, il me semble. Enfin, ça a été un début de saison quand même assez compliqué pour lui. C'est clair que bon, là, il est quand même plutôt bien revenu, mais ce sera une autre adversité que sur le Tour de Norvège, où bon, c'était qui? C'était Brennan, Kristen, Langelotti, quoi. Donc on verra bien. Ouais, ouais, franchement, ça va être intéressant. Et j'ai un coureur qu'on n'a pas parlé et je trouve qu'on parle très peu dans ce début de saison. Alors, surtout parce qu'il est spécialisé un peu dans les grands tours, mais moi, je vais te demander qu'est-ce que tu en penses? C'est Enric Mas pour le classement général, parce qu'Enric Mas, moi, je trouve que
on n'en parle pas beaucoup puisqu'il a pas gagné quelque chose précisément, mais que sur tous les tours de une semaine en World Tour, il a fait un excellent début de saison. Et donc la question que j'ai envie de poser, c'est qu'on parle surtout de Vingegaard, de Pogačar et de Evenepoel. Mais est-ce que pour toi, des coureurs du classement général, un peu comme, comme Enric Mas ou comme Carlos Rodriguez ou encore, Lipovic ou Skelmose, est-ce qu'il y en a un de ces noms-là pour toi qui peut rentrer dans le podium et battre un des 3 monstres? Alors, si je devais choisir un des trois, pour moi, ce serait Lipovic. Euh, Parce que c'est celui qui, au global, m'a fait la plus forte impression. Alors, Enric Mas, évidemment, fait un super début de saison. Maintenant, le Tour du Pays Basque, pour être très honnête, il y a quand même eu des conditions assez catastrophiques sur la fin. Et il y avait, hormis Almeida, c'était quand même un pool de mecs qui étaient à peu près plus ou moins au même niveau. Donc, évidemment, il prend l'avantage et on va pas critiquer pour ça, puisqu'il finit avec Almeida sur la dernière étape. Mais c'est surtout un coureur qui est capable d'être bien placé, qu'on oublie évidemment souvent, parce que Enric Mas, c'est la seule fois où on pense à lui, c'est sur la Vuelta. Mais globalement, c'est clair que il peut faire un bel perf, mais j'avoue que moi, à titre personnel, je pense que ça va être Ferran Ipovic. C'est celui qui, pour moi, a le plus gros potentiel d'une part et qui a montré le plus de choses d'autre part. Skelmozo, il a quand même un début de saison. Alors, au niveau actuel, peut-être que ce serait lui qui aurait plus de chance. Maintenant, moi, ce qui me freine avec lui, c'est qu'il a quand même sa grosse chute sur la Flèche Wallonne. Et il avait déjà eu une grosse chute quand même sur Paris-Nice. Donc, comment est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Mais c'est pas anodin dans un début de saison. Et Enric Mas, pour moi, ouais, j'avoue vraiment que lui, je pense qu'il sera dans le top 10, mais je le vois pas non plus bagarrer, alors que pour moi, Lipovic, d'autant plus que s'il n'y a pas un Roglic ou quoi, que Hindley est blessé, que Felipe Martinez est hors de forme, euh, il a vraiment une grosse carte pour lui, pour s'affirmer, pour prendre un nouveau statut également dans l'équipe. Donc, je serais pas étonné qu'il la saisisse et qu'il fasse vraiment un très 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 beau Dauphiné. Ouais, franchement, je suis d'accord. Et alors, j'ai peut-être posé une question qui va être un peu trop tôt à poser, mais qu'on se reposera peut-être plus pour le Tour de France. Mais il y a une question que je me suis posée. J'ai vu le programme de Roglic et qui m'a paru un peu sur le coup étonnant quand j'ai vu qu'il annonçait Giro plus Tour de France. Je me suis dit, enfin, c'est étonnant. On sait que le Hmm. doublé il est difficile. Il va aller sur le Tour de France pour espérer quoi? Parce que pour moi, bon, Roglic, il est très fort, mais on sait que même s'il préparait que le Tour de France, ça serait quand même compliqué de rivaliser avec Pogacar et Vingegaard. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va arriver encore plus fatigué pour le Tour de France, c'est étonnant. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que le plan à la base pour la Bora, ce serait de mettre Roglic leader du Giro et un Roglic un peu co-leader de Florian Lipovic sur le Tour de France, Hmm. qui, on va dire, serait là au cas où que Lipovic c'est un problème, mais qui serait un peu là pour lui apprendre et l'aider, et que ce serait en fait Lipovic le vrai leader. Moi, j'ai envie de te dire que je crois limite plus à un Roglic. En fait, je serais même pas étonné. Il a quand même 4 chutes sur ce Tour d'Italie. La forme était pas non plus incroyable. Enfin, quoi, en vrai, je suis mauvais gentil. Il fait quand même un très beau premier chrono. Et après, il a quand même pas mal de poisse. Je serais pas étonné qu'en plus, ben, il a un statut de vainqueur de grand tour. Mais évidemment, c'est pas les meilleures conditions. Le doublé, s'il fallait le faire, c'était l'an passé avec un Giro qui était particulièrement facile. Enfin, facile. Façon de parler, mais il y avait quoi? Il y avait 44 mètres de dénivelé, 44 000 mètres, pardon, de dénivelé positif. Bon, par rapport à cette année où il y avait quasiment 10 000 mètres de plus, bah, c'était là où il fallait faire le doublé, comme l'a fait Pogacar, quoi. Moi, franchement, j'ai envie de te dire, et si Roglic, en fait, c'était du bluff, et que, allez, 2 semaines avant le début du tour, une semaine, on nous dise, ah, il n'est pas assez en forme, donc il va se concentrer sur la Vuelta et il va viser à être le recordman ultime de Vuelta, en fait. Sachant que bah, Pogacar, on ne sait pas trop s'il Ouais. va faire la Vuelta. Bah, Vingegaard, c'est pareil, on ne sait pas trop non plus. Donc pourquoi pas axer, sachant que bon, eux vont être fatigués du Tour de France. Alors évidemment, ils sont à un niveau physique supérieur que Roglic aujourd'hui. Mais on peut se dire que voilà, dans les 2 mois qui viennent, là, 2 mois et demi, et s'ils faisaient une préparation complète pour aller se choper cette Vuelta, ce 6e grand tour et devenir le recordman ultime de Vuelta. Moi, je pense que ça va plus se passer comme ça. Maintenant, on verra.
Ouais, franchement, c'est possible. Ce sera un peu un des trucs à suivre et qui pourra, bah, je pense, beaucoup changer pour l'équipe Bora. Mmh, Après, bon, on sait qu'ils ont quand même encore beaucoup de coureurs solides. Pareil, à voir comment, Jay Hindley revient après, sa chute, sur le Giro. À voir en quelle forme est Alexander Vlasov et pas mal de coureurs comme ça. Mais ouais, je mmh. suis d'accord que, si en tout cas c'était le plan, on pourrait avoir une excellente, équipe, Bora sur, la Vuelta, hein. Ouais, c'est clair, ça va mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre pour la fin de cette saison. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce critérium, du Dauphiné. Bon, on se retrouvera, pour, la prochaine vidéo, ce sera probablement, pour, le Tour de Suisse et après, bon, il y aura sûrement, le débrief, des 2 courses, puis, le championnat les championnats nationaux, notamment de France, donc on verra à ce moment-là. Mais donc vous, n'hésitez pas, à nous dire, ce que vous avez pensé, de la vidéo. Voilà, votre avis sur cette start-list, sur ce parcours, sur, vos prédictions également. S'il y a des erreurs de coureurs qui sautent au dernier moment, voilà, excusez-nous, comme on l'a dit, on est le 4 juin, il y a pas tout qui est officiel malheureusement, mais c'est comme ça, donc on verra bien et puis on vous dit à la prochaine. Salut les gars. Salut les gars.